La Jury-CIR, c'est le podcast F-Initiative sur l'actualité juridique et fiscale du CIR. Retrouvez l'analyse et le décryptage des décisions de justice concernant le financement public de l'innovation par les experts F-Initiative. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Jury-CIR. Aujourd'hui, je suis accompagné de Solène Després-Brown, notre directrice juridique et fiscale. Alors Solène, nous avions prévu de parler de la loi de finances dans cet épisode, mais vu qu'elle n'est toujours pas votée, que faisons-nous ? Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Alors effectivement, cette année, l'adoption d'une loi de finances a été une saga pleine de rebondissements. Je te propose qu'on repose un petit peu les bases pour commencer. Qu'en penses-tu ? Puisqu'on ne peut pas commenter le texte lui-même, puisqu'il n'est pas encore voté, ma foi, allons-y. Dans les médias, on entend souvent parler de projet de loi de finances initiale, rectificatif, de loi de finances initiale ou encore de loi de programmation des finances publiques. Je suis un peu perdu. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, quels sont les différents textes budgétaires qui existent ? Bien sûr, si on reprend la technique de l'entonnoir, tout commence avec la loi de programmation des finances publiques, qui s'inscrit dans une démarche de gestion pluriannuelle des finances publiques. En gros, l'objectif, c'est d'aller vers l'équilibre budgétaire. C'est un engagement financier. Est-ce que cela implique qu'une fois cette loi votée, le projet de loi de finances du gouvernement et le Parlement doivent suivre absolument les dispositions inscrites dans cette loi ? Eh bien non, la portée est seulement solennelle. Cette loi n'est donc pas contraignante. Après, c'est aussi un engagement vis-à-vis de l'Union européenne quand même. Ok. Ensuite vient le projet de loi de finances, qui est découpé entre recettes et dépenses. Oui, tout à fait. Pour résumer, c'est le texte qui prévoit le budget de l'État pour l'année à venir. Il doit en général être voté avant le début de l'année concernée, donc au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède. Avant les étrennes donc. Oui, tout à fait. Ça, c'est dans le cas classique. Et c'est pour ça qu'on parle d'un projet de loi de finances initial. Mais dans certaines situations, le gouvernement peut aussi modifier certains points du budget en cours d'année. Tout à fait. Et c'est donc un projet de loi de finances rectificative. En fait, c'est une simple faculté de la part du gouvernement. Par exemple, pour 2024, le président de la République avait bien insisté sur le fait qu'il n'y en aurait pas. Cette loi de finances rectificative va permettre finalement, en cours d'année, de venir s'adapter à la conjoncture économique. En 2020, du fait de l'épidémie de Covid-19, une loi de finances rectificative avait été votée afin d'intégrer les mesures d'urgence. Bon, très bien. Je pense que c'est déjà une bonne base, plus claire pour nos auditeurs. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec le projet de loi de finances pour cette année, le fameux PLF pour 2025. Tout commence en Conseil des ministres, où le gouvernement présente deux textes, le fameux PLF et le PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Si le premier fixe le budget de l'État, le second vise à maîtriser les dépenses sociales et de santé. Le PLFSS a parfois des conséquences sur la matière fiscale. Par exemple, le gouvernement Barnier a proposé via le PLFSS de rationaliser le dispositif du JEI, c'est-à-dire de la jeune entreprise innovante. Classiquement, c'est d'abord l'Assemblée nationale qui va amender le texte, avant qu'il ne soit envoyé au Sénat, avec parfois une commission mixte paritaire, afin de s'accorder sur un texte commun. Le gouvernement a en revanche des possibilités de contourner l'Assemblée nationale. Avec le fameux 49.3, qui est dorénavant bien connu de tous, vu que le gouvernement Borne l'a utilisé à de maintes reprises pendant la précédente législature. Au moins 20 fois, je crois, rien qu'en 2023. C'est ça, mais pas seulement le 49.3. Déjà, rappelons que l'article 49.3 de la Constitution permet au gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte en prenant en compte uniquement les amendements qu'il souhaite voir perdurer et donc en retirant certains amendements votés par les députés. Et cette année, puisque le gouvernement Barnier a engagé sa responsabilité sur le PLFSS 2025, celui-ci a été considéré comme rejeté, puisque la motion de censure a été votée. Le gouvernement a aussi dû démissionner. Tout à fait. En fait, comme je te le disais, il y a aussi l'article 47 de la Constitution qui a été mis en œuvre dans le cadre des débats sur le PLF 2025. Effectivement, le Parlement a eu un temps limité pour débattre et voter les différents amendements. Si jamais il ne parvient pas à le faire dans le délai imparti, 70 jours, le gouvernement va pouvoir activer le tiret 1 de l'article 47 qui permet au gouvernement de renvoyer le texte directement devant le Sénat sans prendre en compte les différents amendements déjà votés par les députés. Une fois le texte étudié devant le Sénat, une commission mixte paritaire, c'est-à-dire une commission composée de députés et de sénateurs, va statuer sur le texte. C'est très clair, merci. Bon, si on revient sur le PLF 2025, l'écosystème avait été rassuré de voir le CIR sacralisé dans le projet de base du gouvernement Barnier. Mais il y a eu des sources d'inquiétude, car le crédit d'impôt innovation et le crédit d'impôt collection ne devaient pas être prorogés dans ce projet de loi. Cependant,
La prise de position rapide de certains députés et sénateurs était venue rassurer les entreprises impactées. Effectivement, cette décision était d'autant plus étonnante compte tenu déjà du contexte global, mais aussi plus spécifique au CIR. Bon, sans revenir en détail sur son rapport, le sénateur Jean-François Husson met en avant un niveau historiquement élevé de déficit de la France. Ce dérapage du déficit public a été aggravé par l'absence de projet de loi de finances rectificative et la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024. Celle-ci est venue paralyser le rétablissement de nos comptes publics. En parallèle, on avait aussi un certain nombre de rapports négatifs sur le CIR. Je suppose que tu fais référence au rapport de l'Inspection générale des finances, qui a été rendu public en avril 2024. L'objectif de leurs analyses était de vérifier sur les 86 milliards d'euros d'aides d'État financées directement par le budget, comment rationaliser 36 milliards d'euros de dépenses fiscales. C'est bien ça ? Exactement. L'objectif était d'identifier des pistes permettant de générer des économies. En ce qui concerne le CIR, j'avais retenu principalement 3 propositions de l'IGF. Premièrement, l'exclusion des dépenses de brevets, de normalisation et de la veille technologique pour une économie d'environ 250 millions d'euros. Ensuite, le passage du taux de 43% à 40% pour les frais de fonctionnement, créant ainsi une économie estimée entre 50 à 100 millions d'euros. Et enfin, la suppression de la bonification des dépenses de jeunes docteurs, pour une économie estimée à 90 millions d'euros. Au total, le rapport estime que ces différentes mesures auraient permis une économie générale de 400 millions d'euros d'ici 2027 sur le dispositif CIR, qui, je le rappelle, pèse près de 7 milliards d'euros par an pour le budget de l'État. Absolument. L'objectif était d'identifier des pistes permettant de générer des économies à hauteur de 3 milliards d'euros d'ici 2027. Bon, après, Guillaume, franchement, pas de surprise dans les conclusions du rapport de l'IGF. Il s'appuie sur de précédents rapports, notamment celui du CPO, le Conseil des prélèvements obligatoires, qui est rattaché à la Cour des comptes. En parallèle, je ne sais pas si tu as vu le rapport du député Alexis Corbière dédié au CIR, mais il critique le soutien public à la R&D privée en France. Il le juge coûteux et inefficace, et propose d'ailleurs plusieurs mesures pour rendre le CIR plus efficient. Effectivement, un contexte plutôt défavorable au maintien du CIR en l'état. C'était compliqué de suivre les très nombreux amendements proposés en lien avec le CIR, plus de 80 juste sur ce dispositif me semble-t-il. Certains ont été adoptés en commission, puis en séance de l'Assemblée nationale, mais pas forcément retenus par la suite pour le projet de loi transmis au Sénat. Une situation plus qu'incertaine. Oui, c'est sûr. Un amendement peut effectivement être voté en commission des finances sans être voté lors du vote solennel en séance avec l'ensemble des députés, même si ça reste quand même relativement rare. Parfois, certains amendements sont retirés, sont considérés comme irrecevables et on peut même avoir des sous-amendements. À ce titre, je te propose d'ailleurs de détailler le cas de l'amendement du sénateur Husson. Celui-ci illustre bien qu'on arrivait vers un consensus entre députés, sénateurs et gouvernement quant à l'avenir du CIR. Dans sa proposition de départ, le sénateur voulait une réforme drastique, parce que, comme on l'a dit plus tôt, ce sénateur avait alerté sur le déficit budgétaire exceptionnel que connaît aujourd'hui la France. In fine, dans son amendement, il a repris toutes les recommandations du rapport de l'IGF, suppression du statut de jeune docteur, de la veille technologique, etc. Et il avait même proposé de raboter le dispositif IP Box, et son amendement avait été adopté. Tout à fait, mais au final, après examen en séance publique, n'ont été retenus que la modification des frais de fonctionnement, passant de 43 à 40%, ainsi que l'exclusion des dépenses de brevets et de veille technologique de l'assiette du CIR. Le statut du jeune docteur et les dépenses de normalisation, au final, ne devaient donc pas être modifiés grâce justement à des sous-amendements. En plus, le gouvernement a proposé d'apporter une précision sur la définition des subventions publiques susceptibles d'être déduites de l'assiette de calcul du CIR. Mais bon, comme il s'agit finalement juste d'appliquer la jurisprudence du Conseil d'État du 12 juillet 2023, FCBA, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un précédent podcast, il ne s'agit pas d'une modification, mais plutôt de codifier la jurisprudence. Hormis cet amendement, et bien qu'on ne puisse préjuger de rien, est-ce qu'on voit quand même émerger des tendances se dégageant des différents groupes politiques lors des débats parlementaires ? Je dirais qu'il y a une volonté de recentrer le CIR sur les PME et de réduire la portée du dispositif pour les grands groupes. C'est quelque chose qu'on peut déduire des différents amendements déposés, tant par les députés que par les sénateurs. Sur le crédit impôt innovation, la tendance voudrait qu'il soit prorogé, mais avec un taux réduit. C'est d'ailleurs en ce sens que le gouvernement Bayrou s'est également prononcé. Bon, au final, il y a eu la censure du gouvernement Barnier, qui a été votée et qui a automatiquement entraîné sa démission. Conséquence, pas de budget approuvé avant la fin d'année. Dans cette situation, le gouvernement démissionnaire a été obligé de faire voter un texte inédit pendant la Ve République, la fameuse loi spéciale. Peux-tu nous dire de quoi il s'agit ? En l'absence de budget pour l'année 2025, l'État n'a tout simplement pas le droit de continuer à prélever les impôts ou à emprunter.
C'est la Constitution qui impose que l'État doit avoir le mandat du peuple pour le faire, ce qui n'est donc pas le cas sans loi de finances votée. Cette année a donc été votée une loi spéciale, un texte très court qui ne comporte que 4 articles, qui est donc temporaire et qui ne donne aucune indication sur les futurs choix politiques en matière de budget et d'économie. En somme, on est revenu au point de départ. Pas tout à fait. Dans la dernière communication du ministère de l'économie, à la toute fin de l'année dernière, le nouveau gouvernement a donné ses grandes lignes pour le futur budget et a notamment indiqué son souhait de proroger les dispositifs SIC et C2I, mais avec des ajustements. Il est fort probable que ces orientations découlent en partie des précédents travaux que des débats des parlements. Ok. Bon, si on résume la situation, l'État français n'a actuellement pas de budget à proprement parler. Mais l'exécutif a tout de même l'accord du Parlement pour continuer à fonctionner. Cette situation exceptionnelle découle de l'absence de majorité présidentielle au Parlement. Pour les entreprises et en particulier pour le financement de l'innovation, nous sommes dans le flou. L'incertitude fiscale est plus forte que jamais. Et les enjeux ne sont pas négligeables. Il faut donc espérer que la situation se stabilise rapidement pour que les impacts économiques et sociétaux soient les plus maîtrisés possibles. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci Solène pour tous ces éclairages. Nous arrivons au terme de ce nouvel épisode de la Jury CIR. Nous remercions toute l'équipe de la direction juridique et fiscale de F Initiative pour son expertise, ainsi que François Jaouen et Morgane Simon à la production. Comme d'habitude, retrouvez toute l'actualité du CIR sur notre site internet et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. À très bientôt pour d'autres décryptages.